Merci de nous retrouver après ce documentaire sur la communauté portugaise de Brive. Et avec mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Gülsen Yildirim. Vous êtes universitaire et vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Vienne. Pascal Plat, vous êtes historien à l'Université de Limoges, on vous connaît bien dans cette émission. Et enfin, Jacques Graffeuil, vous êtes enseignant au collège Léonard Limousin et vous enseignez dans une classe allophone, pas seulement, mais aussi. Merci à tous les trois. Alors, on a vu ce documentaire sur cette communauté portugaise à Brive. Je vais vous poser à vous, l'historien, la première question, Pascal Plat. Alors, il y a eu des vagues d'immigration successives. Est-ce que le Limousin est une terre d'accueil privilégiée ? Alors, tout dépend à quoi on se réfère. Les vagues d'immigration, elles sont bien connues. Il y en a une au 19e, c'est la révolution industrielle, qui attire une quantité de gens. Ensuite, les deux guerres mondiales, pour aller vite. Le post-conflit, les années 20 dans un premier temps, les années 50. Toutes les régions de France sont touchées à des degrés divers. Le Limousin peut-être moins que d'autres si l'on s'en tient à des quantifications réelles. Mais par ailleurs, en termes d'accueil, si c'est le centre de votre question, ça a été une terre d'accueil, effectivement, je crois, pour quantité de communautés diverses. Alors, communautés diverses, vous le dites, on essaiera de voir, les détailler, mais au fond, chacune de ces communautés a son particularisme, et il y en a qui s'intègrent mieux ou plus que d'autres ou plus facilement ? Oui, absolument, en fonction alors des paramètres de l'histoire. Tout le monde n'est pas arrivé dans des temps similaires. Lorsque l'on a des réfugiés qui viennent avant les guerres ou après les guerres, ou en période de crise économique ou de développement économique, cela ne produit en rien la même intégration. Et a fortiori la même assimilation. Alors Gülsen Yildirim, vous êtes un peu le fruit, le produit aussi de l'immigration. Je crois que votre famille est arrivée aussi. Alors vous êtes d'origine turque, il faut bien le préciser. Vous nous expliquez un peu votre histoire personnelle ? Mon père est arrivé au tout début des années 70 à l'occasion d'une demande, puisque c'était encore l'époque où la France faisait venir de la main-d'œuvre pour des raisons économiques. Et donc il postule à une offre d'emploi qui avait été transmise au pôle emploi turc. Et il arrive dans un premier temps dans le Cantal avec cette idée, je vais travailler un peu quelque temps et repartir. Et dans la mesure où ce projet ne se concrétise pas trop aussi vite, en fait, il fait venir sa famille et c'est à cette occasion-là, donc en 1975, que j'arrive avec mes deux autres frères et sœurs et on s'installe dans un premier temps en Haute-Corrèze et j'ai passé toute mon enfance en Corrèze et je suis arrivée en Haute-Vienne pour mes études universitaires. Et vous n'êtes jamais reparti en Turquie parce que, vous nous le direz tout à l'heure, mais au fond, l'objectif de vos parents, c'était de retourner au pays. Ça fait parce qu'ils avaient en fait cette ambition véritablement de constituer un petit pécule pour purement et simplement s'acheter un toit pour faire vivre dignement leurs enfants. Et malheureusement, ce projet, pour eux, ne s'est pas réalisé comme ils le souhaiteraient. Et donc, ils sont restés en France. D'accord. Alors, évidemment, pour toutes ces communautés, pour tous ces immigrés, la première question, c'est la langue. Évidemment, la première barrière, c'est la langue et l'intégration passe par la langue. Alors, Jacques Graffeuil, vous êtes enseignant allophone, vous êtes chargé, au fond, d'enseigner le français à ces communautés qui arrivent. Expliquez-nous un peu quelle est votre mission. Alors, dans le cadre d'un dispositif spécifique qui s'appelle une UPE2A, une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, l'élève est pris en charge après un positionnement linguistique au sens large, c'est-à-dire toutes ses compétences antérieures dans son parcours de scolarisation, afin qu'il puisse justement trouver dans l'école inclusive des réponses à ses difficultés. Je pense que ce ne sont pas des difficultés, il a une langue d'origine, il a d'ailleurs une culture, et donc c'est ainsi qu'on apporte des réponses adaptées à ses besoins linguistiques, besoins communicationnels d'abord, mais aussi besoins pour réussir dans l'école de la République, c'est-à-dire d'acquérir les disciplines scolaires comme ses pairs francophones, puisqu'il partage avec ces derniers les capacités d'apprendre et de progresser. Alors, on reviendra évidemment sur votre fonction et cette problématique de la langue, parce que ça passe évidemment beaucoup par là. Pascal Plat, on parle des communautés italiennes, portugaises, polonaises, toutes ces communautés qui immergent le territoire. Elles se sont fondues aujourd'hui, elles sont arrivées avec leur tradition, leur culture. Au fil du temps, les choses se délitent. Comment ça se passe ? Oui, alors effectivement, elles sont arrivées avec leur culture, avec plus ou moins de facilité aussi, suivant les régions dans lesquelles elles se trouvaient.
L'immigration italienne, par exemple, ou piémontaise, dans la partie sud-est de la France, n'a pas toujours été facile. Certaines ont fait souche parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. C'est le cas des Arméniens après la guerre de 14, par exemple, tous ceux qui avaient fui le génocide. D'autres ont, comme il a été dit tout à l'heure, effectivement développé des projets qui étaient radicalement différents, qui étaient de rester un temps et de rentrer ensuite. Et je crois que ce qui est peut-être un petit peu neuf dans les travaux que l'on a maintenant sur ces vagues migratoires, c'est qu'il y a beaucoup plus de destins individuels que de destins communautaires. C'est-à-dire que quand on analyse un petit peu les trajectoires des uns et des autres, on s'aperçoit bien sûr qu'il y a des phénomènes communautaires, et c'est facile dans l'analyse de raisonner comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de destins individuels avec des trajectoires qui sont quelquefois singulières. Quand vous dites une trajectoire singulière, des réussites ? Alors, des réussites, des intégrations parfaites telles qu'on l'entend aujourd'hui, mais aussi des retours au pays, des échecs, d'autres combinaisons, des départs vers d'autres pays, d'autres façons d'être et de vivre. Intégration communautaire, ça veut dire que c'est des communautés qui s'intègrent plus facilement ? Comment ça se passe ? C'est quoi le sous-jacent à ce que vous dites ? Alors, lorsqu'on parle du terme de communautarisation, il faut se méfier parce qu'aujourd'hui, on l'emploie d'une autre manière et pour d'autres phénomènes. Mais il y a des relations, ou des interrelations entre des gens originaires de même lieu qui sont des phénomènes qui, en histoire, sont bien connus. Les Limousins de Paris gardaient des relations entre eux, ou les Auvergnats de Paris, des relations extrêmement étroites. Il y a un entre-soi qui fait que la région d'origine crée des liens spécifiques. C'est en ça qu'on peut parler de communauté avant les deux guerres. Aujourd'hui, le sens est un petit peu différent. D'accord. Alors, Gülsen, on parle de cette intégration. Vous l'avez vécu, vous, avec vos parents en arrivant. Alors, on a évoqué, on va revenir sur le problème de la langue. Vous êtes arrivé, vous parliez le français ? Moi, lorsque je suis arrivée, j'avais 2 ans. Donc la problématique de la langue, elle est différente parce que j'ai commencé ma scolarité en France. Donc ce qui fait que l'apprentissage s'est fait plus facilement qu'un jeune qui arrive à 10 ou 15 ans. Mais avec cette particularité que dans ma famille, mes parents voulaient qu'on parle le turc à la maison parce qu'on était toujours dans ce mythe du retour. Si on rentre, il faut que nos enfants maîtrisent la langue et puissent véritablement s'intégrer dans le pays d'origine. Ce qui fait que moi, j'ai été un peu ballottée entre, d'un côté, cet apprentissage du français qui m'a été donné par l'éducation nationale et de l'autre, le fait que dans la cellule familiale, je devais parler le turc et des fois, ça a créé aussi des tiraillements en termes d'identité, en se disant mais qu'est-ce que je suis au fond ? Oui, ce qui est plutôt, là je m'adresse à vous, Jean Graffeux, ce qui est plutôt un argument intéressant de pouvoir garder sa langue d'origine pour apprendre le français, non ? Vous n'allez pas me contredire. Exactement, c'est une plus-value, puisque l'apprentissage de la langue seconde ne s'effectue pas au détriment de la langue d'origine, de la langue première, et surtout de la culture qui est sous-jacente, puisque la langue est pétrie des affects de la scolarisation antérieure et de la vie avant d'arriver sur le territoire. Et justement, au contraire, je pense qu'elle constitue une plus-value pour un élève qui est de plus en plus plurilingue. Nous avons beaucoup de cas d'élèves qu'on appelle un peu familièrement les Espagnols ou les Italiens du Maghreb, parce que les grands-parents sont issus effectivement du Maghreb, mais eux ont eu une scolarisation en Italie, ils sont pleinement italophones ou hispanophones, et ils arrivent en France dans les années collège, c'est-à-dire quand ils ont une 12aine d'années ou plus. Et déjà, ils ont constitué une biographie langagière qui, justement, montre bien qu'il y a une interdépendance dans l'acquisition de la langue. Elle ne se fait pas de manière cloisonnée. Le français qu'ils acquièrent ne va pas remplacer les compétences acquises antérieurement. Au contraire, elles vont développer un profil multilingue ou plurilingue. Et c'est justement pas une contradiction. La langue s'apprend toujours en contact avec la langue première. Ouais. Alors Pascal Plat, c'est évidemment, on le voit bien, un vecteur d'intégration privilégié, la langue, mais il y a aussi parfois des communautés où, au fond, on refusait de parler la langue d'origine pour s'intégrer plus facilement, pour montrer qu'on avait envie d'intégrer le territoire français. C'est le cas parfois des Italiens. Oui, alors tout dépend du projet initial de ces nouveaux arrivants. Effectivement, si l'on souhaite rompre avec son pays d'origine ou ses liens d'origine, il va y avoir toute une démarche qui va aller vers ce qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire la volonté de se couler dans le nouveau moule. Si l'on ne souhaite pas rompre en totalité,
on va effectivement développer ce double aspect culturel. Et puis, il y a aussi tous les contacts, tous les hasards de la vie, du travail, la façon dont on va arriver aussi dans des périodes de croissance économique ou de crise, les potentialités qui s'offrent dans les destins individuels, qui vont faire, je crois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de destins personnels qui ont, à un moment ou à un autre, bifurqué de telle ou telle façon, indépendamment de la langue, de la communauté à laquelle on appartient. Il y a ou non des opportunités ou des rejets. Et je crois que c'est ça qui joue un grand rôle dans ce qui va être ensuite un mécanisme d'intégration réussi ou non. Et puis, il y a aussi des gens qui veulent repartir, je crois, qui dès le départ, font ce choix-là. Parce que le critère de réussite, c'est d'avoir fait un temps là où l'on s'est rendu et de le traduire dans son pays retour par aussi un mode de vie spécifique qui le traduit. Moi, je suis resté longtemps à Madère. Je suis à Madère, alors sans parler du Portugal, mais de tout un tas d'émigrés qui venaient de différents pays. Et ce qui était important, c'était le retour dans l'île, au fond, et de montrer ce qu'avait été la réussite d'une vie à l'extérieur. Mais on ne s'était jamais coupé de l'îlot initial. Et ça, c'était un gage de réussite. On revenait au pays, on montrait au pays ce qu'on avait réussi à faire à l'extérieur. Justement, Gülsen, alors, au fond, on voit bien qu'il y a des vagues d'immigration successives. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes enfants qui sont seuls, on appelle ça des mineurs non accompagnés, dont le département a la responsabilité. Et c'est aussi ces mineurs-là que vous accueillez. Jacques Graffeuil, ils sont nombreux aujourd'hui? Alors, ils sont nombreux. Moi, je vous parle simplement de la Haute-Vienne. Le nombre de MNA, on est passé d'une 60aine à plus de 150 aujourd'hui. Alors, ce sont des jeunes qui ont des parcours difficiles, qui traversent la Méditerranée et qui se retrouvent sur notre territoire. Dans la mesure où ils sont mineurs, nous, en tant que département, on a l'obligation, au titre de l'aide sociale à l'enfance, de les prendre en charge et de les accompagner dans leur parcours. Et c'est vrai que l'augmentation du nombre nous entraîne des difficultés de nature budgétaire, parce que dans la mesure où les structures d'accueil donc sont saturées, il faut trouver de nouveaux moyens pour les accueillir. Donc il y a ces contraintes budgétaires, mais surtout, ce qui est important, c'est de faire en sorte que l'accompagnement soit adapté au profil de ces jeunes qui, nos professionnels nous le disent, ce sont des jeunes qui ont envie de s'en sortir, envie de s'insérer, et donc cet accompagnement doit être adapté à ce profil. Mais c'est une vraie question qui va certainement se poser encore plus dans l'avenir, avec notre capacité à pouvoir les accueillir dignement, parce qu'au-delà d'un problème budgétaire, il y a surtout un problème humain. Alors justement, ces enfants, ces jeunes, vous les voyez vous passer, puisque vous leur enseignez la langue française. Alors ce sont quelles communautés en particulier ? Alors depuis quelques années, désormais, ce sont surtout des jeunes qui arrivent de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire Guinée, Mali, RDC, République démocratique du Congo. Et ce sont des jeunes en général qui ont laissé beaucoup derrière, avec des parcours assez traumatiques à travers la Libye et à travers, bien sûr, la Méditerranée. Et ces jeunes-là, effectivement, ils arrivent désireux vraiment avec ce souci chevillé au corps d'une réussite, parce qu'ils ont besoin de se structurer à nouveau et de tenir debout. Et en général, leur proposer des parcours inclusifs au sein de l'école, des parcours souvent professionnels, puisque ces mineurs non accompagnés, ils arrivent relativement âgés. Ils ont souvent un âge avancé qui n'est pas toujours avéré, mais ils ont un âge déjà qui les projette dans un avenir où ils veulent construire une autonomie. Certes, une autonomie langagière, mais aussi une autonomie de vie. Donc ils ne maîtrisent pas la langue? Alors, en général, le profil linguistique des élèves de cette origine-là, des pays subsahariens, ils ont une bonne maîtrise de l'oral, de la langue orale, mais à l'écrit, c'est beaucoup plus difficile. Ils ne sont pas scripteurs véritablement ou peu scripteurs. Et c'est là, effectivement, qu'il faut justement adapter des ressources pédagogiques pour les faire entrer dans la culture de l'écrit, de la compréhension de l'écrit, mais aussi de la production d'écrit, parce que c'est pour eux un gage de réussite dans leur vie professionnelle, bien entendu. Ouais. Alors Pascal Pla, c'est une nouvelle forme d'immigration, alors qui n'est pas comparable à celle qu'on a citée préalablement. Donc là, ce sont des mineurs non accompagnés qui fuient à la fois les guerres, la misère. Donc on est dans une nouvelle forme là, d'immigration.
Parce que ce sont des enfants mineurs, il faut bien le dire. Oui, ils sont pas. Les guerres ont toujours produit ce genre de départ et de migration. Mais les enfants mineurs, un peu moins, quand même. Alors, des enfants mineurs, peut-être un peu moins, quoique avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait déjà beaucoup d'enfants mineurs qui fuyaient les pogroms de l'Est, notamment les familles juives qui venaient d'Allemagne, de Pologne ou d'ailleurs, et les parents les envoyaient très souvent aussi vers l'Ouest. Alors là, peut-être le phénomène quantitativement, je ne peux pas faire la comparaison, mais il y a effectivement dans la bande subsaharienne suffisamment de problèmes pour qu'on ait un départ massif de la jeunesse, et d'une jeunesse qui d'ailleurs, comme dans les pays du Maghreb, ne trouve plus son compte, enfin ne lit plus d'avenir dans ce qui est sa situation, et va aller le chercher ailleurs, d'où ces flux extrêmement importants de gens de plus en plus jeunes. Qui se lancent aussi des défis, on a quelques études là-dessus, il y a aussi un défi par rapport aux familles qui est d'aller ailleurs, réussir au fond ce que l'on n'a pas pu ou ce que l'on ne pourra pas avoir sur place. Alors, je reviens à vous, Gülsen Yildirim, ces jeunes-là, donc, que vous voyez vous aussi, donc le département leur donne des moyens d'avoir un toit, c'est ça, un projet. Donc vous les suivez, comme vous le dites, et vous avez déjà des retours sur des taux de réussite de ces enfants? Alors, globalement, les taux de réussite sont très bons, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des jeunes qui ont envie de s'en sortir. Après, ça dépend aussi à quel moment ils arrivent. Il y en a qui en ont 15, d'autres sont proches de la majorité. Et c'est vrai que l'accompagnement n'est pas du tout le même lorsque vous avez 15 ans ou lorsque vous êtes à 6 mois de la majorité. 6 mois de la majorité, ça va être plus de l'hébergement, alors qu'à 15 ans, vous allez pouvoir construire un projet scolaire, on va pouvoir envisager un apprentissage linguistique et autres. Donc c'est pour ça que les situations sont différentes. Et puis ça dépend aussi des histoires personnelles. Vous avez des jeunes qui viennent avec une responsabilité qui est de faire en sorte de réussir pour aider la famille qui est restée. Et vous avez des jeunes aussi qui ont fui et qui, eux, ont un traumatisme qui est lié non seulement au voyage, mais aussi à l'histoire qu'ils ont vécue sur place. Et là, c'est le travail de nos professionnels de faire en sorte véritablement d'avoir cet échange et cette prise en charge psychologique pour qu'ils puissent véritablement donc être dans ce processus d'intégration. D'accord. Et sur le plan pratique, alors, Jacques, vous les accueillez dans des classes, comment ça se passe l'enseignement? Alors, on les accueille dans des classes suite à un positionnement, effectivement, où ils ont un horaire renforcé de français, bien entendu, mais aussi de mathématiques et d'anglais. Et l'inclusion se fait en lien avec la classe ordinaire, c'est-à-dire qu'ils sont dans la structure dédiée, mais bien entendu avec le projet d'un processus inclusif progressif, c'est-à-dire l'élève est affecté en classe ordinaire avec en appui une UPE2A, c'est-à-dire une unité pédagogique où il va développer ses apprentissages linguistiques. Donc, et c'est vrai, tout dépend, comme disait Mme Yildirim, l'origine, et tout dépend aussi le degré de scolarisation antérieure du jeune. Parce que souvent, ils ont eu une scolarisation en pointillé, parfois déscolarisés. Ils arrivent sans avoir acquis les codes scolaires. Et beaucoup d'entre eux sont encore, on va dire, dans le balbutiement d'une langue qu'ils sont en train de forger, de construire. Et il leur manque beaucoup de relation à l'abstraction, à tout ce qui est beaucoup plus difficile à acquérir dans un discours, on va dire, disciplinaire, dans un discours d'apprentissage normé. Ouais. Pascal Platou, ces gens qui quittent leur pays pour des raisons diverses, on dit, en fond, ils ne coupent pas complètement le cordon. Ils sont entre deux cultures, comme le disait tout à l'heure Gülsen Yildirim. Ils sont toujours assis entre ces deux pôles, leur pays d'origine et le pays d'accueil. Oui, parce que je crois de toute façon, enfin c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, on n'oublie pas ce qui a été son berceau culturel initial, sauf à en être parti vraiment très très tôt, enfin à un âge très inférieur. Mais même dans ce cas de figure-là, il y a ce biculturalisme qui reste une partie intégrante de la construction individuelle. Y compris les générations nouvelles, deuxième, troisième aussi. Oui, ouais. Bien sûr, c'est ce que montrent toutes les études. Alors, après, avec des parcours, des rêves, des façons d'être ou de se comporter diversement, mais dans tous les cas de figure, enfin dans toutes les interviews qui ont pu être faites par nos collègues sociologues, on voit
qu'il reste de toute façon cette dualité, d'une manière ou d'une autre, alors qui est gérée plus ou moins bien par les individus, avec plus ou moins d'équilibre, mais le fait d'être dual, effectivement, dans sa culture de départ et dans sa culture d'arrivée. C'est ce que vous ressentez aussi, vous, Jacques Grafeuil, au contact de ces enfants? Oui, on est toujours tributaire d'une culture et il ne faut surtout pas la gommer. C'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, consubstantiel d'une identité. Et effectivement, la construction d'un devenir, parce que c'est ce que ces jeunes cherchent surtout, pour parler des derniers, les MNA, il importe justement qu'ils arrivent à ne pas... il y a un conflit en eux tout de même. Ils sont tributaires de cette culture et il faut qu'ils réussissent à rester eux-mêmes tout en trouvant une voie d'orientation et un parcours professionnel qu'ils envisagent. Donc il n'y a pas contradiction, mais parfois il y a tiraillement parce que justement, ils savent tout ce qu'ils ont laissé. Parfois ils ont laissé des frères, des sœurs, et même pendant le parcours, parfois ils ont laissé des frères et des sœurs. Donc c'est difficile pour eux d'arriver après à surmonter ceci, parce qu'être bien dans ces apprentissages linguistiques, ça exige tout de même une forte résilience pour eux, pour justement rebondir vers un devenir scolaire et professionnel. Ouais. Au-delà de quand ils sont majeurs, au fond, qu'est-ce qui se passe? Le département s'en désintéresse ou Alors nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une continuité dans leur parcours. C'est pour ça que la prise en charge, elle va préparer la sortie de l'aide sociale à l'enfance pour faire en sorte qu'ils puissent ensuite se stabiliser. Ça va être donc sur le plan professionnel, sur le plan administratif aussi. Il faudra bien sûr consolider leur situation administrative. Mais ça, c'est ce que fait le département tout au long de la prise en charge, faire en sorte qu'on anticipe cette sortie et qu'ils puissent véritablement trouver leur voie. D'accord. Je passe à la fois des mineurs non accompagnés aux vagues d'intégration, enfin de communauté. Donc là, Pascal Passe, on sort des mineurs, mais au fond, est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu les vagues successives, vous diriez qu'il y a des communautés qui se sont plus intégrées que d'autres? Lesquelles, par exemple? Mais tout dépend, effectivement, historiquement, de quand les gens sont partis et quand ils sont arrivés et ce qu'a été leur devenir. On ne peut pas parler d'intégration de la même manière lorsqu'on arrive dans des périodes de croissance économique, par exemple, ou dans des périodes où il y avait un besoin de main-d'œuvre absolument considérable. Lorsqu'on est accueilli dans de bonnes ou dans de mauvaises conditions, par exemple, on peut très bien arriver dans une période de croissance économique, les glorieuses, et se retrouver dans un bidonville à Nanterre, où il y a effectivement de l'emploi chez Peugeot, chez Renault, mais 4000 personnes dans le bidonville. Enfin, toutes ces conditions-là, c'est ça aujourd'hui qu'il faut prendre en compte quand on veut étudier ces parcours pour comprendre comment les gens vont se déterminer par rapport à ça. Alors, pour répondre à votre question, parce que j'en vois bien le sens par rapport aux communautés et aux temporalités, il est certain que l'émigration européenne a créé, c'est ce que tout le monde dit, une intégration plus facile d'une certaine façon, puisque les codes culturels étaient plus proche, mais non sans mal, parce qu'on a quand même aussi beaucoup rejeté des Italiens ou beaucoup rejeté des Polonais, et que dans les périodes de crise économique, après 29 par exemple, ou après les 30 glorieuses, le fait d'être italien, espagnol ou autre, et d'avoir rendu service à l'industrie ne changeait pas grand-chose à une intégration facilitée. Ce qui a changé probablement, c'est dans les dernières vagues d'arrivée, où là on a effectivement des vagues qui viennent de très loin, d'Afghanistan, du Moyen-Orient, de l'Afrique subsaharienne, où les codes culturels sont beaucoup plus différenciés, beaucoup plus complexes, même si le monde est un monde ouvert, même si on est aujourd'hui dans une phase de mondialisation, et où ce que nous appelons l'intégration, mais il faudrait vraiment revenir sur ces mots, intégration, assimilation, est peut-être moins facile, mais on peut trouver sa place dans des dispositifs sans peut-être qu'on ramène toujours ces deux critères. C'est ça. Alors, il y a plusieurs phénomènes. Il y a le phénomène des réfugiés climatiques dont on peut parler. Il y a aussi des phénomènes nouveaux qui arrivent. Oui, on parle là. C'est pour lesquels on n'est pas forcément préparé. De toute manière, dans l'avenir, la question des migrations sera une vraie question
non seulement géopolitiques, mais aussi humaines, parce qu'on va avoir des migrations qui vont avoir lieu pour des raisons économiques, pour des raisons géopolitiques et tout le reste. Et c'est une vraie question qui ne peut pas se traiter uniquement à l'échelle de la France. Il faudra véritablement qu'au niveau européen et même au niveau mondial, on réfléchisse sur ce défi qui est véritablement ces migrations, avec une approche qui doit être humaine, parce que, vous savez, l'exil n'est jamais simple. Lorsque vous êtes obligé de quitter votre terre natale pour des raisons économiques, pour des raisons de guerre ou autres, c'est un déchirement quelque part. Et ce déchirement, vous essayez de l'apprivoiser, mais il est là tout au long de votre vie. Et donc, comment faire en sorte que les gens puissent rester chez eux et éviter cet exil, et ce qui évitera aussi les difficultés dans le pays d'accueil. Et ça, c'est une vraie question, une approche humaine, mais réaliste aussi de ces questions de migration. Oui, et quand on regarde les résultats des élections européennes, on voit qu'il y a quand même une montée des communautarismes, donc des replis sur soi. Vous dites, il y a à la fois ce repli et en même temps ce qui va s'imposer à nous, ces vagues d'immigration qui arrivent. Comment on va concilier ces deux forces ? C'est une vraie inquiétude, parce que c'est vrai que lorsque vous avez des vagues importantes, ça crée des inquiétudes par rapport aux individus, en se disant est-ce qu'on va être submergé, alors que on est loin de ça. Donc, vous savez, moi je vous parle de 150 MNA en Haute-Vienne, et à l'échelle nationale, c'est 18 000 mineurs non accompagnés. Donc, je crois qu'il faut être raison gardée. Mais il y a, entre guillemets, j'ai envie de dire, des fantasmes qui sont alimentés aussi par certaines organisations politiques pour des raisons purement électoralistes. Et donc, ça suppose véritablement, notamment pour les responsables politiques, déjà de parler de cette question. Je crois qu'on a pendant très longtemps, notamment les partis de gauche, ont été très réticents à parler de la question de l'immigration. Or, l'immigration est un vrai sujet de société qui préoccupe aussi le citoyen. Donc, parler de ces questions de manière non démagogique et xénophobe, mais de manière réaliste. Je crois que c'est un enjeu majeur pour rassurer une certaine partie de la population qui est quelque part inquiète face à l'arrivée de ces nouvelles populations. Vous voyez cette différence, vous, en fonction des populations, des enfants qui arrivent, que vous recevez, des différences d'appréhension, notamment de la langue, plus de facilité pour certains que d'autres. Est-ce qu'il y a des différences notables que vous constatez ? Comme disait M. Plat tout à l'heure, tout dépend de la langue d'origine, la langue première. Et effectivement, il y a souvent des écarts et des obstacles, donc des obstacles linguistiques, des obstacles culturels qui rendent plus ou moins difficile l'entrée dans la langue seconde. Et effectivement, chez certains élèves arabophones, il y a l'éloignement linguistique, alphabétique, qui rend plus difficile. Après, je pense que tout élève, si dans le cadre de l'école inclusive, il est vraiment pris en charge dans son besoin linguistique, c'est-à-dire qu'on met des réponses pédagogiques adaptées à son besoin, il est toujours habité par la volonté d'apprendre vite. Et cette progressivité de ces acquisitions linguistiques vont se faire dans le cadre des interactions au sein de la classe. On n'apprend pas une langue tout seul, je dis souvent. Une langue s'apprend à plusieurs, et une langue s'apprend pas seulement dans le cadre de la classe, elle s'apprend aussi dans l'activité sportive, elle s'apprend à la restauration scolaire, elle s'apprend dans tout le périscolaire. Et la plus-value langagière qu'en retirera l'élève allophone, c'est celle finalement d'un vivre ensemble. La langue, finalement, c'est d'abord un moyen de communication avant d'être une langue disciplinaire, de scolarisation. C'est d'abord un moyen de communiquer. Et c'est souvent le besoin, justement, qui va faire que l'élève, il va se surpasser pour très vite faire des progrès qui forcent le respect. Et pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'écart. Certes, il y a des obstacles linguistiques, culturels, psycho-affectifs aussi, il ne faut pas les nier, vous l'avez souligné tout à l'heure. Et il importe que c'est à l'école, c'est le lieu principal justement pour valoriser cette inclusion. Au-delà d'une intégration finalement, parce que l'inclusion, elle va donner les moyens adaptés aux acteurs, en partenariat d'ailleurs avec tous les éducateurs aussi, il ne faut pas les oublier, les familles, pour privilégier des réponses adaptées.
Pascal Plat, on a souvent dit qu'au fond, la perception qu'on a de l'étranger, c'est toujours une perception on a un peu peur de ce qui... Est-ce qu'elle évolue? Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, cette perception-là, elle est toujours aussi dure par rapport à l'étranger? Alors, étranger, c'est un mot qui a des racines, enfin, pour aller vite quand même. Un étrange étranger, c'est un étrange étranger. Il y a quelque chose d'étrange dans l'étranger. Donc, il y a toujours eu des problèmes de liaison entre l'indigène et l'étranger, si l'on veut, pour aller vite. Donc, ce qui évolue aujourd'hui, c'est probablement une meilleure connaissance de chacun de ces étrangers par rapport aux autres. Mais par ailleurs, comme il a été dit tout à l'heure, il y a des instrumentalisations de toutes ces questions dans un monde où on annonce 9 milliards d'individus en 2050 et probablement 11 milliards en 2100, et qu'on sait très bien, c'est ça toute l'histoire de la planète, que plus il y a de gens et plus il y a de mouvements. Et donc, plus ces questions-là deviennent exacerbées, dans la mesure où les déplacements créent effectivement des tensions importantes. Donc il y aura effectivement, je crois, vous l'avez fort bien dit, une responsabilité des politiques dans les années à venir, à tous les niveaux, on va dire, du niveau local jusqu'à l'ONU, sur ces questions-là qui vont devenir fondamentales au XXIe siècle. Mais elles vont devenir fondamentales, elles sont importantes, puisque vous annoncez des chiffres, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on anticipe suffisamment sur ces flux qui peuvent arriver ? Je crois qu'on n'anticipe pas beaucoup. On est encore dans le temps des peurs, des tensions, etc. Avec des pays qui se sont trouvés en plus sur des courants migratoires alors qu'eux-mêmes avaient des problèmes avec leur propre conscience nationale. C'est le cas de tout ce qui est devenu l'Europe médiane après la fin de l'Union soviétique et l'éclatement du pays. Donc tout ça est complexe pour l'instant. On est encore, je pense, dans une sorte de phase de transition générale, mais il faudra bien trouver des solutions à tout cela, oui. Et puis si on veut éviter que les gens quittent, notamment pour des raisons économiques, leur terre natale, il faudra aussi se pencher sur la question du partage des richesses. Absolument. Lorsque vous avez une concentration des richesses sur un territoire à l'échelle mondiale, par la force des choses... Donc cette inégalité, elle crée des tensions et des mouvements. Et ça, dans les années qui viennent, ce sera une vraie question. Et est-ce qu'on sera en capacité de faire en sorte que ces gens restent chez eux en prévoyant un meilleur partage des richesses ? Il faut aussi peut-être dire que la différence, c'est aussi ce qui a enrichi les communautés et la nation française. Il faut quand même peut-être le rappeler. Cette France black, blanc, beurre dont on nous a parlé après la Coupe du Monde, qu'est-ce que vous en pensez? Elle existe, cette France-là? Moi, je suis d'accord avec vous. La différence est toujours une source de richesse parce que c'est cette diversité qui permet véritablement de construire cette histoire de France. Et ce qui va être important, c'est véritablement de porter cette identité française qui nous rassemble. Et à l'heure actuelle, moi, j'ai l'impression qu'il manque un lien entre l'ensemble entre guillemets, de ces communautés, un lien qui permet véritablement de vivre ensemble. Et ça suppose, en fait, moi je l'ai toujours défendu tout au long de mon parcours, la politique du pas vers l'autre. C'est-à-dire que l'intégration, même si ce terme peut être discuté, l'intégration, elle ne peut fonctionner que si chacun fait un pas vers l'autre. La société d'accueil doit faire en sorte que celui qui arrive soit accueilli le mieux possible. Mais celui qui arrive a aussi une responsabilité. Imaginez, vous allez chez un ami, lorsque vous êtes chez lui, vous vous adaptez quelque part à son mode de vie. Donc ça veut dire que celui qui arrive doit aussi faire un pas. Ça ne veut pas dire d'oublier son histoire, son identité et autres. Le système juridique français est tel qu'il peut donc permettre une liberté, notamment d'expression religieuse et autres, mais ça suppose aussi que chacun fasse un pas vers l'autre. Et ça, c'est la clé de l'avenir. C'est ce que, au fond, vous opinez du chef Jacques Grandfeuille, c'est ce que vous enseignez, c'est ce que vous voyez avec les enfants que vous avez? Exactement. Et puis, mon constat, c'est souvent quand un nouvel élève arrive, parce que justement, ces dispositifs d'accueil, UPE2A, ils sont à entrée permanente et sortie permanente, puisque l'année scolaire ne commence pas au mois de septembre pour les élèves allophones. Elle arrive tout au long de l'année, ces flux arrivent. Et c'est vrai que je dis souvent à la classe et aux élèves qu'il est beaucoup plus difficile de se laisser accueillir que d'accueillir.
Et l'élève allophone a besoin justement de temps pour prendre pied dans une réalité différente, avec de nouveaux codes scolaires, avec de nouveaux modalités aussi, de nouvelles modalités. Et l'école a une responsabilité dans le cadre d'une dimension interculturelle qui peut justement se développer à la faveur de projets où la langue est finalement au centre du besoin et au centre des acquisitions. C'est une richesse. J'apprécie beaucoup qu'au-delà de la différence que vous soulignez, vous dites la diversité. Souvent, d'aucuns est indifférent à la différence, justement, de ces élèves. Et je pense que la plus-value, elle est dans leur diversité, parce qu'ils apportent à la classe, ils apportent à notre école une richesse pluriculturelle qui mérite d'être approfondie autour de beaucoup de projets dans une démarche actionnelle. Il est important d'arriver à justement engager, fédérer, donner du sens. Vous disiez tout à l'heure justement faire le lien. Moi, je pense qu'il faut fédérer et donner du sens aux apprentissages en convoquant les richesses de chacun et puis les cultures d'origine de chacun. Pascal Paye, il nous reste une minute. Au fond, dans ce que dit Pascal, la France est enrichie de cette diversité. C'est aussi le rôle de l'histoire que de le rappeler, le rôle de l'historien, de rappeler qu'au fond, la nation française est enrichie de cette diversité, de cet apport des communautés. Oui, absolument. Je crois qu'elle le fait d'ailleurs, et de plus en plus, on insiste quand même sur cette histoire qui est plus complexe que ce que la Troisième République, pendant très longtemps, a répété sur les ancêtres premiers, qui étaient les Gaulois. Je crois qu'on est sorti un petit peu de ça. Moi, je suis assez optimiste sur les nouvelles générations qui, au fond, ont l'habitude de vivre ensemble dans cette grande diversité. Et on le voit à l'université, quand on interroge les jeunes, ils sont, au fond, tout ça est acquis d'une certaine façon, même si quelquefois il est assez facile de ranimer des clivages, et certains s'y emploient. Mais d'une manière générale, moi, je suis frappé par cette acquisition du vivre ensemble et ce qui est déjà projeté dans l'avenir comme un monde qui sera constitué comme cela. Maintenant, moi, je voudrais attirer un petit peu l'attention sur deux choses. L'économie joue un rôle important dans tout ça. Si on est dans de la croissance économique, tout est facilité. Si l'on n'y est pas, il y a toujours le risque d'un retour vers des communautés fermées. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir apporté votre expertise, vos connaissances sur ce dossier de l'immigration. Merci, restez fidèles à Débat Doc. Bonne journée, merci.